L'échiquier international, ravi de vous retrouver. La position victimaire de l'intelligentsia sioniste s'émiette au fil des jours pour devenir franchement intenable. La raison tient en un mot, Gaza. On donne le chiffre de 40 000 morts depuis le début des bombardements, mais certains experts pensent que ce chiffre est à doubler compte tenu des violences des bombardements. Alors faisons également un court détour par le passé. New York, novembre 1995, l'Assemblée des Nations Unies prend une résolution, c'est la résolution 3379, affirmant que le sionisme est une forme de racisme et de discrimination raciale. Il est vrai que la résolution sera révoquée en 1991 suite aux pressions américaines. Quel serait donc le résultat si une telle résolution serait proposée aujourd'hui avec les violences et les bombardements, le nettoyage ethnique qui s'opère sur Gaza? Peut-être que la réponse s'articulerait par rapport au mouvement qui traverse les centres urbains mondiaux. Il y a, comme qui dirait, un vent antisioniste qui souffle très fort à travers les capitales occidentales. C'est de cela dont il s'agit dans l'échiquier international du jour. A tout de suite pour le début des échanges. Et justement, pour parler de la situation à Gaza, également les thématiques inhérentes, j'ai le plaisir de recevoir Eyal Sivan, cinéaste, essayiste et également enseignant, chercheur. Bonsoir Eyal. Bonsoir. Bienvenue, merci d'être des nôtres. Alors Eyal, l'entité sioniste n'a pas de frontières, donc pas de limite. Cette phrase est de vous, vous l'avez dite il y a peu de temps. Il semblerait que le mot « limite » va bien au-delà du sens géographique. Expliquez-nous donc ce que vous avez voulu dire. Je pense qu'il faut dire deux choses là-dessus. D'abord, il y a la question de la langue elle-même. En hébreu, qui est la langue officielle israélienne, il n'y a pas un mot qui veut dire limite et un mot qui veut dire frontière. Les deux mots sont les mêmes. Et donc, si on pense d'une certaine manière, le fait que ces deux mots n'existent pas est une métaphore excellente à l'attitude politique israélienne. Puisque l'État d'Israël, n'a jamais déclaré officiellement quelles sont ses frontières. Ça veut dire que c'est un État, si on le traduirait en hébreu, c'est un État qui n'a pas de limite. Et on le voit très bien dans la conduite actuelle des gouvernements israéliens, dans lesquels c'est un État sans limite. C'est-à-dire que toutes les tentatives de limitation, parfois timides, parfois non, qui sont en train de mis à l'égard de l'État d'Israël. Si c'est l'action de l'Afrique du Sud au tribunal de justice internationale, si c'est la demande de mandat d'arrêt à l'égard de ministre de la Défense et premier ministre israélien émis par le tribunal pénal international, eh bien, Israël, on peut dire, répond par le fait « nous, on s'en fout, nous n'avons pas de limite, nous allons continuer parce que nous avons décidé de continuer ». C'est-à-dire Israël se retrouve depuis, et ça ce n'est pas depuis l'opération de Gaza, ça fait longtemps dans une situation dans laquelle le non-respect des droits internationaux les met d'une certaine manière au-delà des droits internationaux et moi je dirais les met ainsi hors la loi. Mais pourquoi, selon vous, bon, c'est vrai que là, il n'y a pas de constitution, en tout cas, il y a les lois générales, mais il n'y a pas de constitution concernant l'entité sioniste, c'est-à-dire qu'il y a une absence, il n'y a pas de frontières définies. Mais comment se voient justement les sionistes? Est-ce qu'ils considèrent qu'ils sont au-delà des lois internationales? Pourquoi selon vous, ils décident d'écorner toute cette juridiction internationale? Pourquoi, en fait, ils ne lui obéissent pas? Parce qu'ils le peuvent. Justement, ça fait un moment que j'ai écrit là-dessus, sur le fait que tant qu'Israël ne va pas être arrêté, elle ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire que il y a une question qui est la question d'abord de rapport de force et deuxièmement d'une habitude. Il faut savoir que depuis l'admission d'Israël aux Nations Unies, à travers la résolution 194 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui est une résolution qui parle que la condition est le retour de réfugiés, ceux Palestiniens qui ont été expulsés lors de la Nakba de 1948, ça déjà n'était pas respecté. Israël n'a jamais respecté les résolutions 242, 338, qui sont des résolutions qui ont été votées après
la conquête de 1967 de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, qui demandait le retrait de ces résolutions. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre émettre des droits, mais faire appliquer les droits. Et on n'a jamais fait appliquer les droits sur Israël. Et je pense que le temps que nous vivons peut-être est un temps de changement parce qu'on commence seulement à commencer à comprendre qu'une loi qui ne s'applique pas n'a pas de valeur. La loi, elle n'a que valeur qu'au moment qu'on l'applique. Alors, vous posez la question, mais comment ça se fait que les sionistes se permettent? D'abord, il faut dire une chose. Aujourd'hui, les mouvements sionistes ou l'adhésion au sionisme vient bien au-delà de l'État d'Israël et bien évidemment au-delà des Juifs. Beaucoup de soutien au sionisme vient des milieux évangéliques internationaux. Ici, c'est en Amérique latine, en Afrique, évidemment en Amérique du Nord. Qui ne sont pas juifs. Il y a une vision de guerre civilisationniste dans laquelle les sionismes payent un rôle qui est un rôle très important. On voit aujourd'hui les soutiens des mouvements d'extrême droite européens à l'égard du sionisme. Ça ne vient pas des milieux juifs. Et j'ai entendu votre introduction que je trouve excellente parce que ce qui est en train de se passer, ces mouvements de rue antisionistes qui se retrouvent dans les universités, dans les villes européennes, si on regarde bien, on voit qu'il y a beaucoup de juifs qui participent à ces mouvements antisionistes parce qu'aujourd'hui, il y a une jeunesse juive qui comprend qu'Israël menace pas seulement les Palestiniens, pas seulement le Moyen-Orient, mais menace le judaïsme lui-même. Alors, justement, en parlant, je voudrais revenir sur cette limite, cette absence de limite sur place. La bande de Gaza, on bombarde pour, semble-t-il, redessiner justement cette enclave, c'est-à-dire en élargissant la zone tampon et en érigeant des bases militaires de l'occupation. En tout cas, c'est les témoignages de Palestiniens qui nous sont rapportés. Alors, sur les débris des maisons des Palestiniens qui ont, après le 7 octobre, donc fui, c'est-à-dire que les parcelles de la bande de Gaza sont en train d'être incorporées à l'administration coloniale, exactement ce qui se passe en Cisjordanie avec les 700 000 colons qu'on a implantés dans l'illégalité devant l'ONU. Alors, par rapport à ça, est-ce qu'on n'est pas en train de préparer d'ores et déjà les futures guerres en dépit d'un éventuel cessez-le-feu dans le futur? C'est-à-dire qu'on tout de suite on est en train de mettre les graines d'une future crise ou d'une future conflagration? La description que vous donnez de ce système dans lequel il y a invasion, destruction, occupation, militarisation, c'est un système, si on le regarde bien, c'est un système historique de la Palestine, de la colonisation de la Palestine par les mouvements sionistes. Déjà, le lendemain de la Nakba, avec la destruction de presque 500 villages et villes palestiniens, c'est sur les ruines de ces villages et ces villes qui a été fondé l'État d'Israël. C'est Ben Gurion, le fondateur de l'État d'Israël, qui a dit la frontière d'Israël se trouve là où se trouvent les derniers soldats israéliens. Et en effet, ce système dans lequel la communauté internationale, si elle existe, et les alliés d'Occident, qui se trouvent aujourd'hui aussi dans le monde arabe, acceptent les faits accomplis israéliens et les Israéliens négocient à partir de faits accomplis. Et en effet, les faits accomplis aujourd'hui de Gaza, et c'est ça que les Israéliens sont en train d'obtenir, de dire on ne va pas négocier sur le retour de la frontière imaginaire qui a existé avant le 7 octobre, mais négocions à partir de faits accomplis. C'est-à-dire, on a conquis, on va rester à l'intérieur de la bande de Gaza, et à partir de là, on va négocier. Il faut se rappeler une chose très importante. Même la notion de la bande de Gaza est déjà le résultat du colonialisme. Parce que la bande de Gaza n'est pas quelque chose de naturel de la Palestine. Dans la Palestine de sud, de sud-ouest, existait la ville de Gaza, la ville de Rafah, la ville de Khan Younes, la ville de Deir el-Balah, etc. Les faits, la création de cette bande est déjà le résultat colonial. Et aujourd'hui, nous parlons, y compris vous et moi, et tout le monde, nous parlons de la bande de Gaza comme si c'était une réalité géographique, alors que c'est une réalité coloniale. Alors justement, vous évoquez la figure de David Ben Gurion au crépuscule de sa vie, dans ses mémoires. Il dit pourquoi
les Arabes devraient signer un traité de paix avec nous, nous leur avons tout pris, nous leur avons tout volé, nous les colonisons. Pourquoi est-ce qu'ils devraient signer un traité de paix avec nous? Et un ami, je crois que c'était Nahum Goldwyn, je crois, qui lui dit mais ce que vous racontez est terrible, comment vous faites pour dormir la nuit? Donc Ben Gurion lui rétorque, qui vous dit que je dors la nuit? Donc au fond, même les figures, les pères fondateurs du sionisme savent que c'est une injustice sans nom et ça les a hantés jusqu'à la fin de leur vie. Même Golda Meir a eu des phrases du même ton. Je pense que ça, c'est quelque chose que est une conscience coloniale profonde. Pourquoi les colons, il a peur? Pourquoi les colonialistes, il a peur? Parce qu'il sait qu'il est colonisateur. Pourquoi dans le cadre de la colonisation, et qui est mieux placé que vous pour comprendre ce que je dis, dans le cadre de la colonisation, les colons, malgré sa puissance, malgré son installation, malgré son privilège, il a toujours peur. Il a toujours peur parce qu'il a conscience de l'injustice qu'il afflige en autres. Et c'est pour ça que la seule sécurité qui peuvent obtenir aujourd'hui les Israéliens, c'est la paix. Il n'y a pas de sécurité pour le colonialisme dans le cadre de la guerre. C'est la paix, la décolonisation et la paix sont les seules garanties d'une sécurité d'une vie d'une minorité juive israélienne dans le Moyen-Orient arabo-musulman. Alors, Eyal Sivan, vous avez proposé une solution, vous, dans un livre il y a quelques années, État commun entre le Jourdain et la mer, un livre que vous avez coécrit avec Éric Hazan. Vous plaidez pour la possibilité d'un État commun entre Palestiniens et Juifs. Sale temps pour les utopistes comme vous, Eyal Sivan. Mais est-ce que c'est une utopie? Finalement, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit le réalisme, c'est deux États. Toujours, le réalisme, ça serait des côtés de deux États. Mais l'idée de partition de la Palestine existe depuis les années 30. Dans les années 40, ça a été voté par l'ONU. Puis on a parlé de deux États après 67, puis les processus d'Oslo, etc. Toujours on nous dit deux États c'est réaliste, un État c'est utopiste. Si deux États c'est si réaliste, pourquoi ça ne s'est jamais réalisé? Plus que ça, est-ce que finalement ce n'est pas la solution de partition qui est les sources de la guerre? Peut-être il faut penser non pas en termes de partition, mais en termes de partage. Comme on partage un repas dans une famille, comme on partage les biens communs, et dire que finalement, Israéliens juifs et Palestiniens arabes vivent ensemble dans un seul pays aujourd'hui, sauf qu'ils vivent très très mal. Et la question, c'est comment démocratiser ces espaces, donner des droits égaux à tout le monde et vivre dans un État, c'est-à-dire État, grand E, mais aussi dans une condition dans laquelle on partage les pouvoirs, on respecte les minorités et on ne crée pas une justice sur les dos d'une autre injustice. Moi, je crois qu'il faut d'abord mentalement se dire que le discours de deux États est un discours de guerre parce que c'est un discours de partition, c'est un discours qui est injuste pour les retours de réfugiés, c'est un discours dans lequel va créer séparation et donc déshumanisation. Ce que nous avons besoin, c'est humaniser un à l'autre et c'est dans les cadres de partage. Donc je dis, les utopistes, c'est ceux qui parlent de deux États, les réalistes, c'est ceux qui voient que dans le terrain, il y a un État, comme il y avait en Afrique du Sud, et la question, c'est comment le démocratiser pour qu'il sera égal et juste pour tout le monde. Alors, c'est vous qui m'avez justement fait remarquer un article dans le Guardian, le quotidien anglais, donc un article qui nous informe que le Mossad, le service de renseignement sioniste, a menacé de mort l'ancienne procureure de la CPI, Fatou Bensouda. Et Yossi Cohen, qui est un ancien du Mossad, lui aurait dit ne vous lancez pas dans des activités qui pourraient compromettre votre sécurité à vous et à votre famille. On a également le 22 avril sur une chaîne sioniste, on a Netanyahou qui menace le procureur général de la CPI, Karim Khan. Netanyahou prétend qu'il n'a pas de problème pour ses déplacements à l'étranger. Il faisait allusion au mandat émis à son endroit. Et pourtant, il dit c'est plutôt Karim Khan qui devrait s'inquiéter ou être préoccupé pour ses déplacements. Sur CNN, on a le même Karim Khan qui raconte qu'il a été interpellé par un politicien américain et que celui-ci lui aurait dit « La CPI n'a pas été constituée pour nous, mais elle a été constituée seulement pour les dictateurs africains et des voyous comme Poutine ». Un commentaire.
Eh bien, d'abord, sur cette enquête de magazine de Guardian, il faut rendre hommage aux dissidents, aux opposants israéliens, parce que c'est une enquête commune qui a été menée avec les magazines Plus 972, qui est un magazine des anticoloniaux, des démocrates au sein d'Israël, qui sont outrés par quoi? Et c'est ça les commentaires que je vais faire. Il s'agit là d'une façon de se conduire qu'on ne peut pas l'intituler comme une façon de se conduire entre États. Menacer les procureurs du tribunal de la CPI. Menacer Karim Khan, c'est une conduite mafieuse. Et c'est pour ça qu'Israël est un pays qui est en train d'être dangereux parce qu'il méprise les droits internationaux au point que d'autres pays derrière, de mauvaise foi, pourront venir et dire « mais nous, on les méprise aussi ». Nous, on méprise les tribunaux, nous, on méprise les résolutions des Nations Unies, c'est-à-dire qu'Israël est en train de bafouer les droits internationaux, pas seulement pour elle, est en train de mettre toutes les nations devant une situation dans laquelle il y a un État qui, soi-disant, a plus de droits d'autres. Je dis encore une fois, et j'assume, il s'agit de conduite d'une organisation mafieuse et non pas d'un État. Et c'est pour ça que les CPI doivent utiliser tous les moyens qu'il y a, y compris les moyens de répression, en disant toute menace contre le CPI est une faute, est un crime qui doit être persécuté. Et dans ces cas-là, c'est pas important s'il s'agit d'un diplomate israélien, d'un chef de Mossad israélien ou d'un député de Congrès américain. Pourquoi? Parce que nous sommes là en train de défendre un droit fondamental, international. Ce n'est pas une question de discrimination à l'égard de l'État d'Israël ou l'entité sioniste, comme vous voulez. Il s'agit ici de défendre nos principes collectifs. Alors, Netanyahou, la figure, le Premier ministre sioniste, s'est adonné un oral sur une chaîne privée française de première importance. Hein. Et l'opérateur associé à cette chaîne aurait reçu des centaines d'appels pour, un opérateur donc téléphonique, avait reçu donc quelques heures après des centaines d'appels pour résiliation des contrats de plusieurs clients. Alors on va le nommer, hein, il s'agit de Bouygues, hein, la compagnie téléphonique aurait été en panique pour avoir été associée à une chaîne ayant donné donc la parole à un criminel de guerre, hein, selon la CPI. On le voit, il y a le suivant, que l'arme du boycott est efficace finalement. Mais bien sûr. Quand les États n'utilisent pas, dans le cadre de la diplomatie, ce qu'ils ont l'habitude de faire sur beaucoup d'États, il y a aujourd'hui une trentaine de pays qui sont sous boycott, sous sanctions, etc. Israël n'est pas dedans. Eh bien, quand les responsables des États ne prennent pas leurs responsabilités, c'est au peuple, c'est aux citoyens de prendre la responsabilité. Les boycotts, il a deux fortes raisons. D'abord, les boycotts est dans le cadre d'une résistance non violente. C'est important. Deuxièmement, le boycott, il est à la portée de nous tous. On peut résilier des abonnements, on arrête d'acheter des dates israéliennes, on se heurte contre des sociétés qui sont en contact avec Israël, on boycotte ou on manifeste contre des universités et on met pression pour qu'ils rompent leur contact avec les universités israéliennes. Évidemment que nous devons utiliser aujourd'hui tous les moyens pour défendre quoi? Pour défendre ce que je viens de dire auparavant, nos droits collectifs. Alors que les politiques à l'échelle internationale ne font pas leur travail, c'est aux citoyens de faire leur travail. Alors, Eyal Siva, on a évoqué plusieurs sujets peut-être décourageants ou pessimistes, mais pourtant sur le terrain, la résistance palestinienne refuse de s'incliner devant la tyrannie de l'occupation. Cette résistance qui impose le respect au monde entier. Regardez donc cette vidéo, elle nous provient du Panama, comment l'ambassadeur sioniste a été reçu par les universitaires. ¡Viva!
Voilà, c'était une vidéo qui nous provient donc de l'Université de Panama. On le voit, Eyal Sivan Raza a ouvert la brèche à un mouvement antisioniste qui se mondialise, même des pays lointains comme donc le Panama, le Mexique et le Japon. Il y a un phénomène de désionisation, excusez-moi, du syllogisme qui prend de plus en plus de ferveur. Il y a un mouvement actuel, surtout je pense dans la jeunesse internationale, de comprendre qu'on est face à une injustice flagrante. Plus qu'une injustice flagrante, on est devant injustice flagrante et une impuissance terrible des dirigeants internationaux. Et donc, c'est les peuples, c'est les jeunes, c'est les étudiants qui prennent responsabilité. De New York au Panama, de Panama à Bruxelles, de Bruxelles à Paris et par ailleurs, eh bien, on prend la responsabilité. Et ça montre aussi le décalage extraordinaire entre dirigeants aujourd'hui et leur propre peuple. C'est-à-dire, il y a un problème. Laisser Israël faire ce qu'elle veut nous menace aussi, nous, en Occident, menace aussi le monde arabe, menace aussi le monde latino-américain, parce que ça veut dire qu'on accepte un antécédent et on crée jurisprudence de mépris de la loi. Et c'est pour ça qu'il ne s'agit pas ici de racisme à l'égard des juifs, ce n'est pas d'antisémitisme, il s'agit en réalité de défendre quelque chose qui est une injustice flagrante dans laquelle la jeunesse ne supporte pas parce qu'elle n'arrive pas à s'expliquer comment ça se fait que ce petit État se permet de faire ce que les autres rêvaient de faire. Voilà, on arrive à la fin de notre échange. Eyal Sivan, merci de nous avoir accompagnés pour cette discussion très enrichissante et passionnante. Je vous dis un grand merci et vous dis surtout à bientôt. Bon courage à vous et à très vite. Merci. La suite de l'info continue sur Al24 News. Quant à moi, je vous dis à demain en vous souhaitant une agréable soirée.